Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous accueillir pour cette présentation de la candidate à la maîtrise, Yifan Liu, qui nous présente les résultats du mémoire qu'elle a déposé, qui fut évalué. Et le titre est donc « Il faut que je me débrouille moi-même, stratégie mobilisée par les étudiantes et étudiants issus d'Amérique latine au Québec pour résister aux inégalités ». Madame Liu, je vous cède la parole. Merci. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Yifan Liu et je suis candidate à la maîtrise de recherche en sciences d'éducation à l'Université de Montréal. Et je vous présente aujourd'hui mes résultats de mon mémoire. La problématique. Donc, la problématique de mon mémoire est en effet issue de ma recension des écrits par rapport à ces trois sujets. Et ce que j'ai trouvé problématique est que, premièrement, la majorité des études sur les étudiants issus d'immigration sont quantitatives et il manque des recherches de nature qualitative qui traitent en profondeur leur expérience individuelle. Et ensuite, parmi les études portant sur le groupe latino, entre guillemets, il y en a très peu en milieu éducatif. Et finalement, les études qui mentionnent les étudiants issus d'Amérique latine, souvent les regroupent avec d'autres groupes issus d'immigration. Donc, les particularités de ce groupe spécifique sont souvent négligées. Et aussi, il y a peu d'études qui traitent leur agentivité face aux défis durant leur parcours. Donc, ainsi, je pose mes questions de recherche comme suit. Comment les étudiants issus des pays d'Amérique latine au Québec vivent-ils leur expérience éducative du primaire jusqu'au post-secondaire? Expérimentent-ils des inégalités? Et quelles stratégies mobilisent-ils pour faire face aux inégalités? Et dans mon cadre de référence, il y a principalement deux parties. Tout d'abord, j'adopte la théorie critique de la race et notamment la branche Lat-Cruz comme la première partie de mon cadre. Lat-Cruz, en comparaison avec la théorie critique de la race en général, met l'accent sur l'intersectionnalité des identités, la complexité du pouvoir social et sa relation avec les identités de race, de genre, de classe et de sexualité, etc. Et ainsi que les différentes façons dont la race et d'autres éléments se croisent dans la vie quotidienne. Et la deuxième partie consiste à une typologie initialement proposée par Rousseau qui s'appelle richesse culturelle des communautés. Il s'agit de différents types de capital que les étudiants racisés pourraient mobiliser pour leur réussite scolaire ou universitaire. Peut-être il y a deux sont moins clairs en termes de nom. Le capital de navigation fait référence à la capacité de réussite en naviguant entre les institutions sociales qui souvent ne favorisent pas les groupes racisés. Et le capital d'autonomination fait référence au sentiment de fierté de leur identité raciale ou ethnique qui pourrait servir d'un moteur de réussite. Et donc, voici mes questions de recherche théoriquement cherchées. Et pour la méthodologie, j'adopte les perspectives critiques interprétatives comme mes fondements d'épistémologique. Euh, comme mon mémoire fait partie d'un projet de recherche plus large portant sur plusieurs groupes d'étudiants issus d'immigration, mes matériaux utilisés pour cette analyse sont en effet secondaires. Il s'agit des verbatims des entretiens individuels biographiques. Et pour chaque participant, on a fait deux entretiens. Le premier a lieu au début de leur vie universitaire. Il s'agit d'un entretien sur leur histoire de vie. Et le deuxième a lieu à la fin de leur deuxième année universitaire. Et cette fois-ci, on demande aussi leur réflexion sur leur parcours universitaire. Et ces deux entretiens tout ensemble consistent à un récit de vie, c'est-à-dire un discours libre d'un individu qui raconte leur vie en sélectionnant et en disant un lien entre ces expériences. Donc, c'est cette subjectivité qui nous intéresse. J'ai fait mon analyse en deux étapes et la première étape s'agit d'une analyse plus descriptive et diachronique, axant la focale sur les enjeux et les stratégies.
Donc ici, je propose 4 types d'enjeux majeurs et pour chaque enjeu, j'ai mis 2 ou 3 vignettes de récits afin de montrer l'intersectionnalité des inégalités et la multimobilisation des stratégies. Et comme c'est difficile de présenter tout en 20 minutes, donc je vais juste choisir une vignette pour chaque enjeu dans cette présentation. Donc, le premier, les enjeux liés au fait de provenir d'une famille défavorisée. La majorité de nos participants subissent la défavorisation, soit sous forme de privation matérielle ou soit sous forme de fragilité du réseau social. Donc, par exemple, pour Ariana, qui est arrivée au Canada avec sa mère sous un statut de réfugié, à cause de son statut leur statut de réfugié et leurs difficultés économiques, elle avait beaucoup de responsabilités familiales. Elle devait aider sa mère par rapport à l'intégration, elle devait travailler pour soutenir la famille et ainsi, elle ne pouvait pas faire ses études à temps plein. Donc, elle disait c'était difficile d'avoir une année d'études stable. Je devais manquer l'école pour aller travailler ou laisser tomber les cours pour aller travailler ou j'étais à temps partiel pour certains semestres et à temps plein pour d'autres semestres. Et ce qui était un gros soutien pour Ariana était le centre communautaire des immigrants latinos. Elle a expliqué pourquoi l'école n'était pas si idéale. Elle disait qu'elle ne connaissait pas les options proposées par l'école parce qu'elle ne les a pas vues dans sa vie. Et aussi, les pères à l'école, ils n'ont pas autant de responsabilités qu'elle, donc les autres ne comprenaient pas non plus sa situation. Mais la guide offerte par le centre communautaire est plus utile comme ils ont tous leur propre expérience et ces expériences étaient plutôt partagées entre eux. Et la deuxième, l'interruption du parcours d'études est aussi un autre enjeu majeur mentionné par notre corpus. Ça correspond aussi à d'autres recherches sur les parcours non linéaires des élèves issus d'immigration au Québec. Et je continue avec l'histoire d'Ariana. Donc, Ariana avait suspendu ses études pour 2 ans avant d'aller au cégep. Et durant cette rupture, elle manquait de guide professionnel pour ses études. Elle a raté la session pour faire la demande d'admission au cégep. Et au lieu d'attendre encore 1 an, elle a choisi de poursuivre une formation continue en espérant pouvoir être transférée par la suite dans un programme de baccalauréat. Donc, on voit ici que les inégalités économiques que subissent Ariana sont intersectionnées avec les inégalités d'information. Elle n'avait pas accès à une guide de confiance durant cette rupture scolaire. Par contre, Ariana a montré un grand désir pour l'enseignement supérieur et elle a réussi de trouver des solutions face aux obstacles, c'est-à-dire le transfert. Même si le transfert a été avec beaucoup de difficultés, elle a finalement être admise à une université montréalaise en tant qu'étudiant libre. Et après toutes ces expériences négatives passées, elle prend ses études très, très au sérieux comparativement aux autres étudiants dans la classe. Selon elle, ses collègues sont très chanceux d'obtenir cette place sans lutter pour y avoir accès. Et le troisième enjeu s'agit de la non-maîtrise de la langue de scolarisation. Beaucoup de participants racontent que le français et l'anglais représentent un défi majeur. Par exemple, Carla, elle a choisi d'entrer dans une université anglophone juste parce qu'elle a vécu beaucoup de difficultés liées au français pour 7 ans. Donc, pour 7 ans, c'est toujours français, français, et c'était jamais parfait pour elle. Mais à l'université, l'anglais commence aussi à lui causer des difficultés. Elle disait qu'elle n'avait pas les mêmes notes que ses pairs qui sont parfaitement bilingues et les gens lui demandent toujours « Où viens-tu ?» comme elle avait un accent en anglais.
Gala était très consciente de cette infériorisation langagière ainsi que les frontières entre les étudiants. Elle disait que je ne sais pas si c'est la langue ou c'est une question que je ne suis pas riche. Je peux me dire que oui, je me suis sentie discriminée, mais pourquoi, je ne sais pas encore. La façon dont elle fait face à toutes ces difficultés était de travailler encore plus que ses pairs. Elle travaille le double, le triple, le quadruple, et ça montre vraiment sa résilience envers ses études. Et le dernier enjeu est les difficultés liées au dégotage du métier étudiant. Les participants racontent qu'ils ne comprennent pas comment fonctionnent les universités. Ils s'attendent à ce que l'université fonctionne de la même manière qu'au cégep, et puis ils sont étonnés que les exigences à l'université sont souvent implicites. Par exemple, pour Frédérica, lorsqu'elle commence à l'université, elle était étonnée qu'il y a beaucoup de plateformes. Même si toutes ces informations ont été présentées au début de la session, mais c'était vraiment difficile pour elle de tout retenir. Et aussi, Frédérica trouve que le fonctionnement de l'université favorise seulement les étudiants jeunes et à temps plein. Elle, en tant que maman étudiant, elle a un emploi du temps très chargé et très différent. Donc, elle trouvait que c'est injuste d'avoir la même chose que les autres étudiants. Elle est aussi très consciente de cette inégalité liée au statut d'étudiant. Et finalement, Frédérica a choisi de s'inscrire comme étudiant libre alors qu'elle avait plus de liberté dans l'organisation de son temps. Elle conserve toujours son désir de poursuivre ses études universitaires. Et aussi, elle planifiait de faire un bac par cumul et même faire une maîtrise par la suite. Donc, en se basant sur ces récits de vie, la deuxième étape de mon analyse consiste à une analyse typologique. Quand on retourne sur la typologie de Yusso, on voit que ce modèle ne s'avère pas totalement approprié pour cette étude sur le terrain au Québec. Certains capitaux sont mobilisés différemment et certains ne semblent pas retrouvés dans nos verbatim. Alors, j'ai un peu modifié cette typologie afin que ça soit plus adapté à notre terrain. Donc, en gros, j'ai fait des catégorisations. Il y a principalement 3 catégories. Les capitaux accumulés, les capitaux de résilience et les capitaux d'émancipation. Et pour les capitaux accumulés font référence aux ressources et les soutiens que les étudiants ont accumulés avant ou en dehors des institutions éducatives. Selon notre corpus, comme ils sont majoritairement en provenance d'une famille défavorisée, le soutien informationnel et financier de leurs parents sont limités, mais le soutien émotionnel est très important pour eux. Les parents font souvent beaucoup de sacrifices pour leurs enfants et même d'autres membres familiaux dans la famille élargie, par exemple les grands-parents, les tantes, ils proposent aussi beaucoup de soutien important. Et en termes de capital social, on trouve que davantage de soutiens reçus ne sont pas issus de l'école ou de l'université. Nos participants reçoivent majoritairement des aides auprès des amis hispanophones ou des amis immigrants issus de minorités racisées. Et pour le capital linguistique, l'espagnol joue bien sûr un rôle considérable dans leur vie, mais plutôt dans la sphère privée, entre les amis ou dans la famille. Mais à l'école ou à l'université, l'espagnol s'avère dévalorisé. Donc, être trilingue, selon nos participants, n'était pas considéré comme une force ou un avantage à l'école. C'est plutôt la maîtrise de français est beaucoup plus importante. Par contre, la capacité d'être trilingue leur donne aussi beaucoup d'opportunités pour communiquer dans des contextes multilingues. Et cela aide aussi à élargir leur réseau
autrement dit leur capital social. Donc, on voit ici un enrichissement mutuel entre ces trois types de capital. La famille est un élément essentiel permettant de renforcer la langue espagnole et leur multilinguisme, et ce qui contribue à développer chez les jeunes des compétences en communication plurilingue. Et les compétences linguistiques facilitent leur communication avec les personnes d'origine diverses. La deuxième catégorie, les capitaux de résilience, qui font référence à l'agentivité individuelle que les étudiants mobilisent lors de circonstances négatives. En premier temps, le capital d'aspiration. Beaucoup de nos participants ont la capacité de maintenir ces espoirs pour l'avenir. Et cette aspiration est largement issue de l'importance qu'ils accrochent à l'éducation. Ils sont très engagés envers ces études parce qu'ils reconnaissent que l'éducation est la possibilité de leur avenir. Et aussi, l'aspiration est non seulement personnelle, elle pourrait aussi être une aspiration familiale. Comme on a mentionné, les parents font des sacrifices pour les enfants en espérant d'avoir une mobilité sociale ascendante. Donc, c'est une réussite grâce à la famille, mais aussi pour la famille. En ce qui a trait au capital de navigation, pas mal de participants ont partagé leurs histoires de faire des transferts entre les programmes ou entre les écoles. Cela est une navigation. Et face aux obstacles, on essaye de trouver des solutions. Et on a aussi trouvé que nos participants tentent d'être plus assidus et travailleurs que ses pairs. Également, ils se mobilisent beaucoup plus pour avoir des possibilités qui leur permettent de naviguer l'université. Si on considère l'aspiration comme moteur à leur résilience, la navigation pourrait être considérée comme l'action concrète de leur résilience. Et aussi, leur résilience est fortement ancrée dans leurs capitaux accumulés. On voit toujours les éléments familiaux, linguistiques, sociaux dans cette catégorie. Et la dernière catégorie, les capitaux d'émancipation. Il s'agit des compétences et des connaissances qui servent à remettre en question les inégalités sociales. C'est dans cette catégorie qu'on trouve la majorité des particularités du terrain au Québec. C'est vraiment différent que les études faites aux États-Unis. Tout d'abord, au lieu de porter une fierté liée à l'identité latino, entre guillemets, nos participants tentent à reconnaître la complexité de leurs identités montréalaises, québécoises, canadiennes et latino. Ces identités occupent des niveaux d'importance variables et très hétérogènes. C'est intéressant qu'ils ont leurs identités en ordre, genre je suis en premier canadienne, puis latina et après québécois. Donc chacun a sa compréhension. Et pour le capital de résistance, en fait, il y a peu d'actions concrètes trouvées dans nos matériaux comme résistance. C'est plutôt la conscientisation qu'ils ont présentée. Les participants sont toujours très conscients des inégalités, non seulement raciales, mais aussi d'autres types. Même ils sont aussi conscients de leurs privilèges par rapport à d'autres personnes opprimées. Et je dirais que même s'ils n'ont pas des actions concrètes, mais ce stade de conscientisation pourrait servir d'une condition préalable à des transformations sociétales. Et pour conclure, si je dois juste souligner une seule réflexion que j'ai faite après avoir terminé ce mémoire, je pense c'est que un côté, on devrait changer de façon de penser que les étudiants issus d'immigration ou les étudiants racisés sont moins compétents que les autres. Ils ont moins de force. Oui, ils vivent beaucoup de difficultés, mais aussi leur propre communauté fournit également le soutien considérable. Il faut qu'on valorise leur noyau familial et communautaire.
Et d'autre côté, je me demande, est-ce qu'on peut dire que l'école et l'université ont bien fait leur travail pour inclure et pour aider les jeunes issus d'immigration? Parce que parmi nos participants, presque tout le monde ont essayé de demander de l'aide auprès de l'université ou auprès de l'école, mais les réponses sont souvent pas satisfaisantes ou pas suffisantes. Donc, personnellement, je pense peut-être c'est parce que les personnels à l'université ou à l'école ne connaissaient pas suffisamment les vécus de ces jeunes immigrants. Donc, c'était pour cette raison-là que c'était ce qui est vraiment aidé, c'était leur famille et leur propre communauté. Donc, bien sûr, on a déjà pas mal fait, mais il y a encore pas mal de marche pour les futurs progrès. Donc, voilà, c'est tout ce que je voudrais présenter aujourd'hui et merci pour Merci votre beaucoup, attention. Anne. Merci, Fanny, pour cette présentation, pour cette recherche extrêmement intéressante et je suis convaincu que nous aurons plusieurs questions pour vous.